Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de la semaine sur les marchés. Une semaine en deux temps pour les marchés actions notamment, avec un début de semaine, un début d'année qui a été très très positif. Contrarié par la dernière communication de la Réserve fédérale américaine, la publication des minutes en milieu de semaine qui a marqué un coup d'arrêt sur la dynamique des marchés actions avec une correction obligataire qui s'est accélérée. Le 10 ans américain est à 1,75% en cette fin de semaine. Et on a donc deux séances de consolidation, correction sur les marchés actions en fonction des compositions indicielles. Ça peut varier un petit peu, mais on a quand même une semaine globalement positive sur l'ensemble des indices européens notamment, avec ces deux séances de correction, le CAC 7,07% sous les 7200 points en cette fin de journée. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. Les statistiques importantes de cette semaine sont le chiffre d'emploi américain qui a été publié en début d'après-midi, alors qui montre dans l'enquête côté entreprise des créations d'emplois un peu inférieures à ce qu'on attendait, nettement inférieures à ce qu'on attendait, 200 000 créations, mais quand on regarde l'enquête emploi réalisée auprès des ménages, on voit quand même des chiffres très solides en termes de création d'emplois pour les ménages américains. Selon les ménages américains, 650 000 créations d'emplois peut-être le mois dernier aux États-Unis, et puis surtout un taux de chômage qui tombe sous les 4% désormais, qui passe de 4,2 à 3,9% pour le taux de chômage américain au dernier trimestre. Évidemment, ce sera le sujet à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Pour la zone euro, c'était la semaine de l'inflation. On aura le chiffre américain d'inflation en décembre la semaine prochaine, mais on a eu déjà les premières estimations pour les pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble, avec encore une petite surprise à la hausse, en tout cas par rapport au consensus des économistes. On a un chiffre global d'inflation qui monte désormais à 5% sur un an pour l'ensemble de la zone euro. Là aussi, ce sera un sujet à traiter avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale, le cas d'investissement que nous détaillerons tout à l'heure avec Olivier Delose, associé gérant de Clartan Associés, sera le cas d'investissement de Technip Énergie, spin-off du groupe Technip dédié aux énergies renouvelables. Rendez-vous donc à 17h45 pour ce cas d'investissement Technip Énergie. Mais d'abord, le résumé de cette journée boursière qui se termine dans le rouge en Europe, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris recule doucement sous l'effet de deux données de part et d'autre de l'Atlantique, à savoir un taux d'inflation record de 5% sur un an en décembre dans la zone euro et la création de 199 000 emplois dans le secteur non agricole en décembre aux États-Unis contre 249 000 en novembre. Le taux de chômage a diminué de 0,3 points à 3,9% de la population active contre 4,1% estimé. Enfin, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6% sur un mois et de 4,7% sur un an après une poussée à 5,1% en novembre. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de 3 points de base à plus d'1,7%. Une statistique qui sera donc du moindre effet sur la trajectoire de la Fed et de ses offensives minutes, dont on retient qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire plus rapidement que prévu. Le prochain élément susceptible de conforter ou non la perspective d'un durcissement plus rapide que prévu de la politique de la Fed donc sera celui mercredi prochain de la publication de l'indice des prix à la consommation de décembre aux États-Unis. Plus forte hausse de l'indice parisien ST Microelectronics prenait plus de 5% au cours de la séance. Au quatrième trimestre de l'exercice 2021, le fabricant de semi-conducteurs annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur à ses prévisions. Sur l'ensemble de 2021, l'activité a progressé de 25%. ArcelorMittal est en hausse dans le sillage de la hausse du stock 600 des matériaux de base en anticipation de mesures de relance de la Chine pour doper la demande. Et Eramet avance aussi dans le vert. Et puis Trigano s'adjuge à plus de 7% au titre du premier trimestre de son exercice 2021-2022. Le fabricant de camping-cars a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,2%. Lundi prochain, l'évolution du chômage et la confiance des ménages dans la zone euro donneront le la.
Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h tous les jours dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci à Michel Martinez d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Axel Bott avec nous également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management. L'actualité de la semaine, c'est tout d'abord la politique monétaire américaine et le marché du travail américain avec le rapport mensuel qu'on a pu analysé en début d'après-midi. Alors, c'est vrai qu'on regarde souvent l'enquête entreprise avec des créations d'emplois qui sont 2 fois inférieures à ce que le marché attendait, 199 000 versus 400 000 attendus. Mais quand on regarde l'enquête emploi réalisée auprès des ménages, on a là des chiffres toujours très forts en termes de création d'emplois et puis surtout un taux de chômage qui tombe à 3,9%. Axel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément d'analyse sur ce marché du travail américain et puis surtout d'un point de vue de politique monétaire au regard des minutes publiées par la Fed cette semaine? Qu'est-ce que ce marché du travail implique désormais en matière de conduite de la politique monétaire aux États-Unis? Je pense que ça va dans le sens de ce que la Fed a commencé à décrire un peu tardivement en fin d'année. Je pense même que le calendrier de politique monétaire va s'accélérer en termes de hausse des taux et peut-être même de réduction du bilan. Pour ce qui est de l'emploi, évidemment, il y a toujours un petit peu de dissonance entre les différents chiffres, mais quand on rajoute les créations de postes avec l'enquête Jolls, la baisse des inscriptions au chômage, la big picture du marché de l'emploi américain est quand même très très bonne. Donc on est sous 4% de chômage, qui en général c'est quand même le meilleur indicateur de l'état du marché de l'emploi, un peu quelle que soit l'économie. Donc là on sait qu'on est très proche du niveau de plein emploi, on doit être à même 3/10 peut-être du niveau qui prévalait avant la crise. Donc c'est vraiment très bon. Et ce chiffre d'emploi dans les payrolls, il souffre d'un ajustement saisonnier qui est toujours très compliqué dans les phases de reprise très atypiques qu'on voit aujourd'hui. Sans cet ajustement saisonnier, on serait proche des 500 000, ce qui semblait plus conforme à ce que le consensus attendait, à ce que l'ADP également signalait précédemment. Donc je pense que globalement, c'est vraiment un message qui va dans le sens d'un resserrement monétaire qu'il faut maintenant engager un peu sérieusement. On est même en fin de cycle, normalement, quand on s'observe ce type de niveau d'inflation et ces niveaux de chômage. Donc démarrer le cycle monétaire en fin de cycle, en général, c'est contre-indiqué. Mais bon, c'est l'état de la situation aujourd'hui. Donc ils vont sans doute accélérer. Ils ont déjà comprimé le calendrier du tapering, monter les taux peut-être dès mars, si on en croit James Bullard, qui fait partie probablement des membres les plus agressifs, mais qui a un droit de vote en 2022. Ouais. Donc c'est probablement une voie importante au sein de la Fed. Et puis pourquoi pas commencer à parler de diminution du bilan, peut-être plus tôt que dans le cycle précédent où ils avaient tendu que les taux remontent à 1% pour engager, disons, l'amortissement du bilan. Donc ça peut intervenir peut-être plus tôt cette fois, puisque évidemment l'inflation est très différente qu'elle n'était à l'époque en 2017. Et oui, plutôt parce que c'est quand même la nouveauté, cette histoire de réduction du bilan. La question avait été posée à Jérôme Powell à la réunion des 14-15 décembre dernier, mais la réponse de Jérôme Powell ne laissait pas entendre qu'il y avait un débat aussi avancé sur cette partie-là de la normalisation monétaire américaine. On peut l'imaginer pour cette année, le démarrage de la réduction du bilan, ça devient un scénario central désormais là, pour les investisseurs et pour le marché? Oui, alors peut-être probablement pas quand même avant le deuxième semestre. Ce sera probablement une histoire de la fin d'année, peut-être pour initier le mouvement. Je crois que la Fed s'aperçoit qu'il y a énormément d'excédents de liquidité dans le système. On l'a vu en fin d'année dernière pour les passages de fin d'année qu'il y avait eu plus de 1900 milliards qui étaient redéposés à la Fed. Donc toutes les contreparties de la Fed, les banques, les agences fédérales, les fonds monétaires trouvaient plus suffisamment de papier sur le marché pour investir l'excédent de liquidité. Donc on peut considérer que la Fed voit ce chiffre comme une mesure de l'excédent de liquidité, de la demande de titres potentiels qui existe et qui pourrait lui laisser de la place pour justement se retirer un petit peu progressivement du marché. Donc 1900 milliards, c'est considérable. Je ne sais pas de combien le bilan doit se contracter,
mais disons 2 000 milliards, c'est à peu près l'expansion du bilan initial pour répondre à la pandémie. Donc on peut peut-être calibrer ça, alors après ça prendra du temps, comme étant une première phase de sortie après le retour à une certaine normalité économique après la pandémie. Michel Martinez, on parlera de l'Europe bien sûr, mais est-ce qu'il faut être étonné de l'accélération des débats au sein de la Réserve fédérale américaine? On avait bien intégré quand même le tapering accéléré, la Fed avait signalé très tranquillement le début des hausses de taux en 2022, c'était très bien passé auprès des marchés en décembre. Ce qu'on n'avait pas vu, ce que les marchés n'avaient pas vu, c'est quand même cette histoire de réduction de bilan, encore une fois, qui est un processus qui semble beaucoup plus avancé dans la discussion que ce que Jérôme Powell pouvait laisser transparaître le 15 décembre. Non, je pense que vous avez raison de noter que, probablement, ce qui est le plus étonnant, c'est la divergence entre le marché et ce qu'on doit attendre de la politique monétaire. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques signaux nouveaux envoyés par la Fed, en particulier, on va en parler sur la réduction de la taille du bilan, mais il y avait quand même pas mal de signaux déjà envoyés sur la dynamique de remontée des taux. Or, quand on regarde la dynamique de remontée des taux, et ça c'est important en ce qui concerne les conditions de marché, cette dynamique de remontée des taux qu'on voit à travers les communiqués de la Fed, les dots, les fameux dots, elle nous mène jusqu'à des taux directeurs qui sont au-dessus de 2% au cours de l'année 2024. Or, aujourd'hui, quand on regarde la courbe des taux, les taux d'intérêt anticipés, le marché vient de normaliser, il a repris une vingtaine de points de base là, mais il vaut des taux directeurs à 1,7% en 2024. La Fed est plus hawkish que le marché aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est très important à avoir en tête, parce qu'il y a vraiment deux choses. Il y a d'une part, effectivement, est-ce que la Fed comprend bien ce qui va se passer, voire finalement a le sentiment, c'est un peu le sentiment qu'on a en ce moment, a le sentiment d'être en retard et donc veut accélérer, en remettre plus, et donc ça veut dire des taux directeurs qui vont remonter, ça veut dire des taux longs qui vont remonter, parce qu'effectivement la prime de terme entre les taux à court terme et à taux à long terme va remonter, et il y a ce que pense le marché. Et aujourd'hui, il y a ces deux risques-là qui sont forts, et le marché est en train de refaire une partie du chemin, mais il y a encore une grosse partie du chemin à faire. Il y a au moins 50 points de base sur les taux longs américains pour que le marché soit en ligne avec ce que dit la Fed. Et donc, c'est les taux longs. Aujourd'hui, les taux longs, ils sont à 1,7%. Et normalement, quand on écoute la Fed et quand on fait marcher un peu des outils, les taux longs, ils devraient être significativement au-dessus de 2% et pas 1,7%. Donc ça, je pense que c'est deux dynamiques qui vont être à suivre, sachant que la première, c'est qu'est-ce qui se passe exactement dans l'économie et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de politique monétaire. Ça dépend effectivement de l'inflation. Et là, on va avoir une inflation à plus de 7% la semaine prochaine, une inflation sous-jacente à 5,3%. Donc là, les pressions sont fortes. Et puis, et peut-être surtout, en fait, la dynamique du marché du travail. Alors là, je dirais, pour rajouter à ce qu'a dit Axel, moi je dirais qu'il y a quand même, on peut comprendre pourquoi la Fed est un peu en retard, parce que quand même, il y a quand même une sorte d'incertitude, un puzzle, qui est le faible taux de participation. Ouais, il y a une énigme derrière la reprise du marché du travail. Alors, vous avez noté que le taux de chômage est passé en dessous de 4%, 3,9%. Malgré le fait qu'il y ait des créations d'emplois finalement décevantes de 2 mois consécutifs. Et ça, c'est lié au taux de participation qui est encore 1,5 points en dessous du niveau pré-pandémique. Et force est de reconnaître qu'on n'a pas vraiment d'explication très satisfaisante là-dessus, sachant que c'est propre aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on n'observe pas ailleurs. On observe, si c'était lié à la pandémie partout... Il n'y a pas cette pénurie d'offres de travail en Europe, par exemple. En Europe, le taux de participation est revenu au niveau d'après-pandémie, voire au-dessus. Donc, alors, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il a baissé. Les Américains ne veulent plus travailler. C'est quoi l'histoire ? Il y a plein d'explications, mais en fait, tout le débat, c'est de savoir. Effectivement, il y a des explications comme quoi il y aurait des retraités qui auraient pris leur retraite un peu plus tôt. Mais quand on regarde dans le détail, ça explique peut-être un quart de l'explication. Ça n'explique pas la totalité des choses. Après, il y a d'autres explications sur effectivement le fait que la pandémie serait plus structurelle et donc il y a des emplois qui n'existent plus.
Donc il faut un peu, comme par exemple les gardes d'enfants, des choses comme ça. Avec la pandémie, c'est plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est juste garder en tête ça, parce que ça explique un peu toute l'évolution de la pensée de la Fed, qui au début pensait que la baisse de taux de participation était conjoncturelle, allait remonter. Elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus permanente qu'elle ne croyait. Et donc, du coup, elle se dit peut-être que le nouveau marché du travail, c'est celui-ci. Et donc, il faut remonter les taux d'intérêt. Et comme vous dites, voilà, pour dresser ce constat, il fallait attendre. Il fallait attendre de voir. Et sachant que il n'y a pas d'explication satisfaisante aujourd'hui. Il y a beaucoup d'explications, mais il n'y a pas de raisonnement sûr sur le sujet. Que vous inspire, la politique monétaire, ça va être encore la grande histoire de 2022 pour les investisseurs, pour les marchés. On voit d'ailleurs, le début, la première semaine sur les marchés est quand même très très instructive. On voit bien que la remontée des taux américains donne l'impulsion, la direction sur les tendances des marchés actions de manière très immédiate. De tout ce qu'on vient de dire d'un point de vue technique sur l'emploi, la politique monétaire, moi, ce que j'en retiens d'un point de vue concret pour les marchés, c'est qu'on rentre dans une période, donc une année 2022, qui va être très heurtée, qui risque d'être très heurtée parce qu'on voit bien que les incertitudes qui sont constantes quand on parle des marchés, ça fait pas mal d'années, là, c'est plus que jamais. Sur le sujet de la politique monétaire, de l'inflation, parce que ça, c'est quand même le phénomène central, c'est qu'on voit clairement maintenant, n'oublions pas qu'il y a encore très peu de temps, le phénomène était censé être transitoire. Alors ce qui va être transitoire, ce sont les effets de base qu'on a connus depuis 2 ans. Alors à décharge de tous les acteurs, on est en plus avec cette crise sanitaire entré dans des mécanismes qui troublent quand même éminemment la lecture qu'on peut avoir de ce schéma de marché, des décisions de la Banque centrale. Donc l'inflation, elle a commencé à s'installer. Elle est compliquée à décrire, à analyser parce que y a l'inflation cœur dont Michel vient de parler, qui est un phénomène, en tout cas pour l'instant, purement américain. Il y a les effets de base qu'on connaît depuis maintenant 24 mois. Et puis, il y a l'effet perturbation au niveau mondial sur l'approvisionnement, le commerce maritime, les prix des matières premières, qui là vont fluctuer, mais sont quand même, on le sent bien, rentrés dans une période de pente ascendante. Phénomène de l'énergie, du coût de l'énergie à plus long terme, de la transition qui va, même si on connaît en 2022 peut-être à un moment donné des niveaux d'inflation qui vont peut-être revenir un petit peu, mais on a une problématique aussi à mon avis à plus long terme. Donc tout ça, c'est un environnement qui change, qui apporte des gros nuages pour le prix des actifs, parce que tout ça n'est vraiment pas favorable. Et puis on a cet inconnu à savoir réellement comment va évoluer cette politique monétaire, comment elle est perçue, parce que ce qui est très important, c'est ce qu'a dit Michel, cet écart, cette divergence qui est née entre la Banque centrale, ses prévisions d'évolution des taux et celles du marché, qui a des charges, a un effet de rémanence, j'allais dire rétinienne. N'oublions pas que ça fait quand même des années que les politiques sont ultra accommodantes, et on a commencé bien avant la crise sanitaire, même si aux États-Unis, il y avait eu des tentatives justement de retour à une certaine normalisation. Donc évidemment, les marchés logiquement se disent, et j'ai fait partie aussi des gens qui pensaient ça, ils nous bluffent. Et d'ailleurs, pour l'instant, moi j'ai beaucoup plus de questions que de... Quand vous dites ils nous bluffent, ils feront pas ce qu'ils disent. Ils feront pas ce qu'ils disent. Ou ils pourront pas. Ou on les arrêtera avant. Et je pense d'ailleurs qu'il y a toujours cette idée-là dans le marché. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, et ça c'est un sujet qu'on a souvent débattu, je crois, Grégoire, c'est le piège des banquiers centraux. C'est-à-dire que là, que faire, surtout quand on est un peu en retard, puisqu'on voit, presque une volte-face, en tout cas, changement léger de direction, en tout cas dans le discours de la part du banquier central, qui effectivement avait plutôt convaincu, plutôt posé les... Et là, on voit quelque chose qui peut ressembler à je suis un peu pris de court, les chiffres sont plus embêtants, le marché de l'emploi, etc. Mais la question, Yves, là, c'est le scénario qui est écrit par la Fed aujourd'hui jusqu'à la réduction du bilan, c'est un scénario qui implique des corrections de prix majeures sur les marchés actions, sur le prix de l'immobilier, par exemple. Enfin, c'est ça le
le sujet là ? On n'a pas la réponse, honnêtement. Ça serait vraiment... parce qu'on va être obligés tous, et le banquier central, je le crains, de naviguer à vue, en fait, en fonction, justement, de l'évolution des chiffres affichés d'inflation, de l'évolution du prix des matières premières. Si on s'en tient à des choses un peu fondamentales sur les fair value des prix des actifs, des actions, on a beaucoup de marge, en réalité, puisque les taux sont allés tellement bas, que dire d'ailleurs de l'Europe que dans l'absolu, les fair value, moi, par rapport aux taux 10 ans, j'ai dans mes tablettes des niveaux de 2,75 sur les taux 10 ans, qui sont encore des taux très acceptables par rapport au prix des actions aujourd'hui. Qui permettra au marché action de continuer de vivre positivement, enfin. Absolument. D'accord. Sur la base des croissances de bénéfices anticipées. Cela étant, si ce mouvement se fait rapidement, puisqu'on voit, là, on est passé en l'espace de 15 jours de 1,40 à 1,75. Avec un discours et des nouvelles qui sont un petit peu inquiétantes et qui s'accélèrent dans ce sens-là. On a beau se dire 2% sur les taux 10 ans, c'est pas encore grand-chose finalement, eu égard aux autres variables. En fait, ça risque quand même de paniquer de nouveau les marchés actions aux États-Unis. Et puis par propagation sur les autres places. Parce que tout ça se fera avec un contre-pied par rapport aux anticipations des marchés. Donc on est en terrain fragile. Voilà. Avec des possibles d'ailleurs, j'allais dire pullback à la hausse, parce qu'à un certain moment, certaines statistiques vont rassurer le marché. Et puis les liquidités sont toujours là. Donc ne paniquons pas non plus trop vite. L'argent est là, elle doit se déplacer d'une poche à une autre. Et c'est justement une des thématiques du banquier central, c'est d'essayer de retourner une forme de conditions normales sans créer le moins de choc possible. Mais là, l'ampleur du travail est quand même très grande. Si les prix de marché sont le mandat officieux de la Fed, Axel, là, encore une fois, le scénario qu'on déroule là et qui s'accélère, est-ce qu'il implique des corrections majeures sur l'immobilier américain, si c'est un sujet, sur des actifs risqués comme les actions ? Alors sur les actions, on avait regardé il y a quelques temps ce qui se passe quand la Fed commence à monter les taux. Et très souvent, on a des drawdowns, c'est-à-dire des corrections dans le mois qui vient ou dans les 1 ou 2 mois après la première hausse, on peut se retrouver à 7 à 12% en dessous du niveau qui prévalait au moment de la hausse. Et ça, c'est le début du cycle, donc ça n'arrête pas la Fed. Là, je pense que la question à se poser, c'est où est en fait le strike du put de la Fed. C'est-à-dire quel est le prix d'exercice qui fera paniquer la Fed, sachant qu'on est dans une situation inédite du point de vue de l'inflation. On est quand même sur des niveaux, on en a déjà parlé, qui sont extrêmement tendus, totalement incompatibles avec le mandat de la Fed. On est aussi sur, après une année, le S&P a gagné 27%, je crois. Donc, il y a énormément de marge avant que la Fed se dise que la correction boursière change la donne macroéconomique sous-jacente. Donc, l'erreur pourrait faire le marché, c'est de penser que la Fed changera de braquet, atténuera son discours. Que le tout est très serré, quoi. Finalement, le prix d'exercice est assez proche des niveaux d'aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être la grosse surprise, parce qu'à ce moment-là, on attendra la capitulation des acteurs les plus spéculatifs avant peut-être d'infléchir la politique monétaire. Je pense que et ce point-là, évidemment, tout le monde dira son chiffre, mais je pense qu'on a beaucoup plus de marge qu'on avait en 2018, par exemple. 2018, ça a été 19% de correction, je crois, sur le S&P 500, je crois. Oui, on a vu ça à un moment. Et surtout, il y avait le marché de leverage loans qui commençait un petit peu à se gripper en fin d'année. Donc ça avait motivé un tournant, d'ailleurs, assez marqué de la politique monétaire. En 15 jours. En 2019, on prévoyait 3 hausses, on fera 3 baisses finalement, et on finira par faire un peu de QE en fin de 2019. Donc, et vous dites, ce genre de virage, il est encore loin. Ce genre de virage, à mon avis, il est plus loin que ce que les gens pensent. Sur les marchés immobiliers, évidemment, l'inertie des prix immobiliers est telle qu'on ne verra pas forcément tout de suite un décrochage. Pour autant, le mode de production des mortgages aux États-Unis a tellement changé, il fait intervenir tellement de petits acteurs non bancaires qui n'ont pas accès à la liquidité de la Fed, que là, on peut avoir, non pas en bout de chaîne, mais dans la chaîne de servicing et de production de mortgages, déjà des acteurs qui craquent si les taux remontent trop violemment. Donc attention, on peut avoir un ralentissement
fort, notamment du côté de la production de mortgage et in fine donc de la demande de logement. Mais l'ajustement des prix prendra un petit peu plus de temps, à mon avis. Bon, Michel, dans quelle mesure l'histoire en zone euro est différente aujourd'hui ? On marque là un jour historique en matière d'inflation, record en zone euro à 5%. Je disais, par rapport au consensus des économistes qu'on regarde tous, tout le monde est... Voilà, c'est un consensus. C'est encore un petit peu au-dessus peut-être de ce qu'on attendait. Est-ce que ça fragilise l'idée que l'inflation a atteint son pic en zone euro en fin d'année 2021 ou est-ce que cette idée reste l'idée centrale en ce début d'année 2022 ? Elle reste l'idée centrale. Il y a quand même... Je vois, il y a 2 ou 3 grosses différences entre les États-Unis et la zone euro. La première, c'est que l'inflation sous-jacente domestique, elle est en zone euro, elle est montée à 2,6, elle n'est pas changée. Alors, et on sait qu'il y a des effets de base, donc on va dire plus de la moitié de l'inflation totale en zone euro, ou la moitié de l'inflation totale est que de l'énergie. Donc après, il faut avoir une vue sur l'énergie. Alors que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle d'une inflation sous-jacente à 5,3, 5,4 et une inflation totale à 7. Donc, vous voyez, c'est peut-être 80% l'inflation aux États-Unis, elle est domestique. Donc, ça appelle une réaction de la Fed. C'est pas le cas en zone euro. Et puis, les prévisions, quand on regarde les prévisions d'inflation sous-jacente, celles de la BCE, mais la plupart... ou 90% des équipes d'économistes, c'est une inflation sous-jacente qui est vraiment là, qui est en train de passer un pic et qui va retomber en dessous de 2%. Et donc, il n'y a pas d'urgence à paniquer pour la BCE, alors que, voilà, encore une fois, c'est différent de la Fed. Je pourrais citer aussi le marché du travail, où là, il y a un taux de participation plus élevé, donc il y a encore des... Et puis il y a différents types de mesures qui montrent qu'il y a encore de la marge en termes de création d'emplois avant de donner lieu à des spirales salaire-inflation, alors qu'elles sont probablement déjà apparentes aux États-Unis. Donc il y a quand même quelques différences et qui fait que la BCE a du temps, même si ce premier semestre va être délicat pour la BCE de dire moi je vous ai dit ce que j'allais faire en décembre, je ne change pas d'avis, je réduis mes achats, mais il n'y aura pas du tout de hausse des taux d'intérêt en 2022. Elle va devoir tenir ce discours toute la première partie de l'année, alors qu'on aura une inflation, même si elle descend, qui restera beaucoup plus élevée que ces 2%. Ils ont projeté 3,2 d'inflation en 2022, la BCE, sur les dernières projections de décembre. Oui. Alors, c'est un gros chiffre quand même. Oui, elle sera probablement plus élevée que ça maintenant. Ah oui ? Mais oui, parce que... moi je pensais qu'ils avaient pris de la marge justement en affichant un chiffre aussi important. Il faut vraiment regarder l'inflation sous-jacente et l'inflation totale. Et l'inflation sous-jacente, je crois qu'ils sont à 1,7. L'inflation totale, c'était 3,2, mais avec des prévisions qui avaient été bouclées avant Omicron, mi-novembre. C'est ça. Et donc depuis, on sait ce qui se passe du côté des prix de l'énergie. Et on sait que Nord Stream 2 va pas être disponible pendant l'été. Et donc les prix du gaz vont rester très élevés. Et c'est là, donc il y a on sait déjà maintenant que les hypothèses sur le prix du pétrole, du gaz vont être plus élevées que ce que la BCE avait utilisé. C'est le thème énergétique là qui revient, mais c'est vraiment les gérants que je croise me disent c'est un thème maintenant sur 10 ans, quand même très nouveau ça. 10 ans et plus. Oui, 10 ans. Bon, 10 ans parce que je m'arrête à 10 ans. Mais c'est très important, effectivement. C'est clair. Et sur différents angles d'ailleurs, parce que là on parle de l'impact sur l'inflation et donc ce qui... un des paramètres importants de ce qui va se passer en matière de politique monétaire, de comportement du prix des actifs, etc. Donc on sait bien que ce n'est pas à cœur, mais c'est un élément de l'inflation qui va tendre à être finalement un sujet cœur malgré tout. Aujourd'hui, on passe les $80 le baril sur le pétrole américain. Donc effectivement, les estimations... Mais ma question, c'est entre l'énergie d'hier, dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui, je veux dire, on est obligé de signer un décret aujourd'hui en France pour relancer les centrales à charbon et faire le pont d'un hiver qui pourrait être froid en l'absence de suffisamment de gaz et d'énergie renouvelable. C'est investir dans les énergies d'hier pour tout de suite, c'est investir dans les énergies de demain pour plus tard. C'est quoi le choix pour l'investisseur? Je pense qu'il y a une forme de, comment dirais-je,
d'aveuglement, mais de bascule vers un tout non carboné. On a parlé quelques fois, c'est même surprenant de se dire qu'on soit allé tête baissée. Enfin, la concrétisation de ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le secteur pétrolier, les investissements d'exploration-production, pour des raisons de transition, de verdissement de tout notre approvisionnement en énergie, ont été quasi nuls depuis 6 ans. Et là, on arrive à un cycle, si la demande reste toujours relativement forte pour les années qui viennent, situation où on risque d'avoir même un choc à la hausse sur le prix du pétrole. Pas seulement à 80, mais au-delà des $100. Alors l'OPEP Plus a encore un peu de marge au niveau de la production sur les quotas, mais on est dans une situation qui peut devenir très compliquée sur le prix du pétrole. Donc finalement, il y a une gestion à court terme de cette transition qui pose plein de sujets et qui malheureusement aggrave la problématique de l'inflation dont on vient de parler. Et puis après, il y a plein d'autres conséquences. Ça veut dire quoi, on va revenir sur toutes les intentions, toutes les ambitions, tous les objectifs qu'on sait même de manière commune, fixés aujourd'hui dans le monde. Quand même un consensus des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe, qui se veut pionnière et leader en la matière. On va mettre entre parenthèses, ça va créer une dissonance majeure entre le discours politique, ce qu'on voit sur le plan des investissements et sur le plan des performances boursières, les choix qui s'offrent aux investisseurs aujourd'hui. Pour être caricatural, on a d'un côté soit faire vraiment ce vers quoi on s'engage au prix d'un coût de l'énergie qui est très 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 loin de s'arrêter de monter, ou de l'autre côté, justement, de ne pas faire ce à quoi on s'engageait ou de le faire très peu. Et donc, le trade-off, comme on est en anglais, va être probablement des solutions intermédiaires qui penchent d'un côté ou de l'autre. On a des tas de problématiques. On sait très bien que pour développer certaines énergies vertes et puis l'électrification, on a besoin de ressources en matière minière qui sont énormes, qui elles-mêmes d'ailleurs ont des effets carbone. Donc qui aussi vont continuer de tendre structurellement le prix de pas mal de métaux non ferreux, de métaux précieux, de lithium, etc., nickel, argent, etc. Donc et tout ça sont des composantes aussi de cette croissance non-cœur, mais qui va devenir un vrai sujet pour l'inflation dans les années qui viennent. Donc voilà, le sujet il est là, avec toutes les répercussions, les conséquences qu'on a au niveau économique, social, acceptation. On voit très vite que les gouvernements sont un peu affolés à l'idée d'avoir des pressions supplémentaires sur les pouvoirs d'achat à cause de ce coût de l'énergie. À un moment où on a déjà des problématiques dans beaucoup de pays, en tout cas en Europe, de finances publiques. Donc voilà, l'équation au global est quand même très compliquée. On voit ce qui se passe au Kazakhstan aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je transpose pas ce qui se passe au Kazakhstan à l'Europe. Enfin, j'espère pas, mais on voit que ça peut quand même aller très très vite et très très loin en termes de tension, de violence. Dans ces pays-là. Enfin, le thème énergie, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire, Axel, et puis on fera un peu de politique après avec le calendrier politique, mais... Alors, je souscris à ce qu'il vient de dire. Je pense qu'effectivement, on a des arbitrages qui vont être très très compliqués à faire, et comme souvent, c'est les prix qui vont arbitrer ces priorités. Donc, on aura sans doute des pressions très durables sur les prix de l'énergie, de l'ancienne énergie, et la clean tech, c'est déjà fait. Je pense qu'en fait, on va être surpris sur une chose, c'est à cause du coût des métaux et de l'utilisation massive des métaux pour nourrir la croissance des énergies renouvelables et toutes ces technologies qui sont moins carbonées. À un moment, on sera plus sur une phase de déclin du coût marginal des énergies renouvelables, mais ils vont remonter. Et ça, je pense qu'on n'est pas vraiment préparé à ça. Sur le Kazakhstan, alors, les Russes sont intervenus. Ils sont intervenus en vertu d'un pacte pour assurer la sécurité dans l'ex-Union soviétique. Donc tout ça est très encadré. Mais la mainmise de Poutine sur le Kazakhstan, elle reflète aussi le fait qu'ils sont producteurs de 40% de l'uranium dans le monde. Ouais. Donc les Russes sont un exportateur de technologie nucléaire massif. La moitié des centrales mises en œuvre en dehors de la Russie le sont par des Russes. C'est un axe de développement pour la Russie d'influence qui va être considérable pendant les années qui viennent. Donc ils veulent absolument assurer leur approvisionnement en uranium. C'est aussi un des thèmes qui va accompagner c'est la façon la plus simple de décarboner l'économie, de faire du
du nucléaire. Donc ça Non, aussi, mais c'est au un passage, thème majeur. des ingénieurs français nous le disent, si on veut vraiment relancer le nucléaire de manière massive, il faudra le faire avec les Russes. Il faudra le faire avec les Russes parce qu'ils sont déjà en train d'exporter la technologie. Donc, en exportant la technologie, ils imposent les standards, ils imposent les logiciels de gestion de la demande et ils prennent des parts de marché. D'ailleurs, même que les Chinois n'arrivent pas à regagner. Les Chinois exportent aussi beaucoup de technologies nucléaires, mais pas autant. Donc, effectivement, il va falloir s'allier aux Russes d'une façon ou d'une autre si on veut développer à l'international et avoir notre mot à dire dans les standards qui vont s'imposer. Ouais. Michel. Oui, je voulais juste préciser ou compléter une chose sur cette histoire de la crise énergétique. Là, on voit les prix du gaz, les prix du pétrole. Il y a effectivement la dimension transition climatique qui, à court terme, effectivement, est un choc sur les prix énergétiques, parce qu'on fait de la substitution. Et puis voilà, on rajoute des coûts, on va dire, des contraintes. À long terme, c'est moins clair l'impact sur les prix des hydrocarbures, parce que la demande devrait chuter beaucoup, donc a priori les prix aussi vont baisser. Mais il y a une autre dimension très importante, c'est qu'on avait complètement oublié depuis 4-5 ans, c'est le retour du facteur géopolitique. Alors, on pense bien sûr à la Russie, et la dépendance totale de l'Europe vis-à-vis de l'approvisionnement en gaz de la Russie. On est complètement dans les mains à propos du gaz de la Russie. Et donc il y a des questions de prix, de pouvoir d'achat, mais c'est beaucoup. Ouais. Le sujet, il est beaucoup plus ample que ça. Il est en termes d'autonomie, de dépendance, tout simplement, même d'approvisionnement. On peut ne pas avoir de gaz, quoi. Et puis, on l'a pas évoqué aussi, mais le retour de l'OPEP. Là, on a vécu pendant 4-5 ans où on ne parlait jamais des décisions de l'OPEP. On a même dit à un moment c'est la fin du cartel. Voilà, c'est la fin du cartel parce qu'on avait du pétrole non conventionnel en voiture, voilà, à un coût marginal qui était à $45 le baril. Donc on se disait le prix du pétrole jusqu'à la fin des temps, il va être à $50 le baril. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Je trouve c'est très intéressant de voir on retourne dans un monde où la géopolitique. Le schéma a complètement changé. Ouais. Gardez la parole. Alors de la géopolitique, je voulais vous emmener sur la politique parce que l'agenda de l'année est quand même très très chargé. Comment on rassure ou pas d'ailleurs les acheteurs asiatiques de dette française, Michel, parce que j'ai appris grâce à vous et à vos confrères que c'est les premiers qui téléphonent avant les élections présidentielles en France. Généralement les Japonais, et les Asiatiques, qui sont des gros acheteurs de dette française, c'est les premiers à se réveiller généralement. Ils font toujours une pause. Une pause, c'est à l'approche des élections, et puis après, donc ça participe. Ils font une pause dans les achats. Oui. Ah ouais, ils se mettent en stand-by. Ils se mettent, toujours, quelles que soient les élections. Ça arrive toujours un peu. Voilà, c'est le début, mais on va dire les 6 semaines qui vont précéder les élections et où ils arrêtent. En général, les investisseurs, surtout japonais mais asiatiques. Et donc c'est une des causes de l'accroissement des spreads, donc de l'OAT vis-à-vis du Bund à chaque élection, quel que soit le résultat, quel que soit même s'il n'y a pas de surprise anticipée. Alors, et pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on dit à nos clients? Comment on rassure le monde? Moi, ça m'intéresse. Là, on fait simplement du commentaire de sondage et on rappelle à nos clients investisseurs étrangers qui achètent des positions sur la France que en France, les sondages pour l'élection présidentielle se trompent jamais. Alors, quand je dis se trompe jamais, alors il y a quelques limites. Il y a bien sûr ce compte jamais dans la dernière ligne droite, pas un an avant, donc c'est un mois et demi avant. Et puis, il faut tenir compte aussi des marges d'erreur des sondages. Il y a eu des surprises si on regarde que les chiffres faciaux, en particulier en 2002, donc avec un second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Mais si on regardait tous les sondages de l'époque, il disait qu'entre Jospin et Jean-Marie Le Pen,
c'était très serré. En tout cas, c'était dans la marge d'erreur. Dans la marge d'erreur. Donc l'un ou l'autre était possible. Voilà, c'était du 50-50, on va dire. Dans le dernier mois, les 6 dernières semaines. Donc, c'est la seule chose qu'on dit. Voilà. Et donc là, on regarde les sondages et on leur dit attention, on est encore trop loin de l'élection pour faire un avis. Mais si les sondages restaient en l'état, on aurait probablement un président qui serait, entre guillemets, market-friendly, qui plairait au marché, qui ne serait pas à mettre en place des politiques économiques complètement inorthodoxes. Et donc, Mais ça veut dire, ça m'intéresse, dans vos métiers, est-ce qu'il faut croire les sondages, mais dans vos métiers en tout cas, oui, il y a une grande fiabilité du sondage en France versus qu'on peut avoir peut-être ailleurs dans le monde. Hein, je ne préjuge pas. Mais alors, les sondages français, oui, ils sont beaucoup plus fiables qu'ailleurs. Ouais. Encore une fois, je dis, quand on regarde dans la dernière ligne droite, on va dire, surtout le dernier mois, il n'y a jamais eu d'erreur, ou les 6 dernières semaines. Et si on tient compte des erreurs de mesure. Par exemple, parce que je pense en particulier à l'élection de 80, Mitterrand, Giscard d'Estaing, c'était du 49,5, 55, 50,5. Mais ça... personne ne peut le prédire. Voilà, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ouais. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais si c'est 54, 46, là on sait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Bon, dans la politique 2022, qu'est-ce qui va compter ? Il y a quand même une question immédiate, c'est l'Italie, avant la France même. Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre. Combien de points de spread pour le 10 ans italien versus le 10 ans allemand ? C'est sans doute un risque à la hausse sur le BTP. D'ailleurs, une nouveauté qui fait un peu écho à ce que Michel disait sur la France, c'est que les Japonais sont mis à devenir acheteurs assez importants de BTP l'année dernière. Le miracle de Draghi est allé jusqu'au Japon alors. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est uniquement Draghi, mais en tout cas, ils ont cherché du spread sur les taux italiens. Donc, ils se retrouvent dans une situation où traditionnellement, ils étaient assez peu exposés, où ils le sont. Donc, c'est aussi un enjeu pour les Japonais qui clôturent leur année en plus en mars. Donc, tout dépend le temps que ça prendra pour qu'il y ait des tractations pour former un gouvernement si Draghi, effectivement, va à la présidence. On peut se dire que peut-être le successeur est désigné, mais c'est pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'il y a une assez forte incertitude sur est-ce qu'on peut avoir un soutien suffisamment fort de la coalition actuelle pour faire émerger quelqu'un d'autre, ou alors on sera obligé de déclencher des élections anticipées qui de toute façon auraient eu lieu en 2023. Avec pas mal d'effets induits d'ailleurs. Puisque, au mieux, Draghi reste président du Conseil un an de plus, quoi. Au mieux, c'est vrai. Et encore, ça traduirait aussi l'absence de consensus extrême. Et donc, ça traduirait probablement une incertitude d'autant plus forte sur l'issue des élections générales en 2023. Donc, il faudrait que Draghi trouve une porte de sortie la plus acceptable, donc qu'il soit probablement nommé avec un soutien très large, et que derrière, il y ait la formation d'un gouvernement qui soit, disons, dans la même lignée que le gouvernement d'union nationale qui a été nommé l'année dernière. Un mot rapide, Michel. Oui, très rapide. Yves, pour conclure. Draghi a signalé qu'il était prêt à prendre le poste de président. Oui. Donc, quand Draghi signale, ça renforce sérieusement la probabilité que Draghi passe de président du Conseil à président de l'Italie. Après, il faut bien avoir en tête qu'aucun des grands partis de la coalition a l'intérêt à avoir des élections rapidement. Donc, il y aura que si Draghi propose que c'est lui qui, en tant que président, qui propose à un président du Conseil qui lui sied, il y a de fortes chances que les partis de la coalition attendent jusqu'au terme des élections de 2023. Ouais. Pour conclure, sur la politique... Alors, sur la politique, ce qui me paraît important dans l'agenda 2022, alors évidemment en Europe, l'Italie, la France, nous sommes français, donc ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis, dans une situation où Biden, quand même un des présidents, et il y en a eu d'autres démocrates, le plus affaibli en termes de popularité, d'avis favorables, il semble avoir vu des sondages qui tournaient autour de 36-37% d'avis favorables, ce qui est beaucoup à notre échelle à nous, mais aux États-Unis, c'est quand même très très faible. Alors je rappelle que les midterms ont lieu au mois de novembre, on renouvelle une bonne partie de la Chambre des représentants et à peu près le tiers, le tiers du Sénat. Que l'enjeu c'est d'avoir la majorité à un moment où on a vu aussi que même au sein
du clan démocrate. Le plan Biden a été... un camp démocrate complètement divisé. Oui. Complètement divisé, Oui. le plan a été refusé, donc c'est vraiment un enjeu. La crédibilité est faible et on est dans un pays où il y a rarement eu dans l'histoire, peut-être au 19e siècle, un climat délétère, certains vont jusqu'à dire de pré-affrontement, pour pas dire guerre civile. On a un clan républicain mené par Trump qui est plus revanchard que jamais, remonté comme un coucou, et on voit derrière, voilà, cette élection se profiler avec tout ça rajoute de la confusion à un moment donné où la situation est quand même un petit peu compliquée, comme on l'a évoqué. Donc, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage sur la situation de marché aujourd'hui avec nos invités, je le rappelle, Yves Maillot, président de YAM Capital, Axel Bode, stratégiste chez Ostrom Asset Management et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, est dédié à l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés chaque premier vendredi du mois, donc à 17h45. Et nous retrouvons ce soir Olivier Deloz, associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver pour cette première analyse fondamentale d'un cas d'investissement de 2022. Le cas choisi, c'est celui de Technip Energies. Cas très intéressant parce que, alors, on connaît le nom Technip, mais on ne connaît pas forcément Technip Energies, qui est une société techniquement nouvelle, mais qui a quand même une longue expertise déjà en matière d'ingénierie dédiée aux énergies renouvelables. Et puis surtout, Technip Energies, c'est TE, et TE, c'est aussi transition énergétique. Et donc l'histoire de Technip Energies, vous allez nous la raconter, c'est aussi l'histoire de la transition énergétique, Olivier. Oui, exactement. Alors Technip Energies, à ne pas confondre avec Technip FMC, c'est une société qui est relativement récente puisqu'elle est issue du spin-off de Technip FMC en tout début d'année 2021. Et le cœur du réacteur de Technip Energies, c'est effectivement les énergies de moins en moins carbonées. Et c'est une société qui fait de l'ingénierie. Donc l'origine, c'est dans les années 60. C'est le cœur et de la matière grise française. C'est vraiment les ingénieurs français. Et toute la technologie, effectivement, qui est derrière. Et Technip Energies, c'est une société qui conçoit des projets très complexes, essentiellement aujourd'hui dans la production de LNG, de gaz naturel liquéfié, mais également d'hydrogène et puis d'autres technologies demain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est un leader mondial dans ces différentes activités. C'est à peu près 15 000 ingénieurs dans une quarantaine de pays. C'est une société qui fait un peu plus de 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, assez petite d'un point de vue de capitalisation, et qui vient d'être introduite en bourse il y a effectivement quasiment un an. 2,5 milliards, oui, effectivement, j'ai vu ça à peu près en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est de l'ingénierie, c'est de la gestion de projet. C'est ça la valeur des équipes de Technip. Vous le disiez, dédié au gaz naturel liquéfié aujourd'hui, mais on comprend que c'est un socle. C'est-à-dire que l'expertise, l'ingénierie de Technip va pouvoir se retrouver à travers d'autres projets de développement d'énergie, Olivier. Oui, exactement. Alors, pour partir peut-être de la base, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on est rentré dans une phase de transition énergétique qui ne veut pas dire révolution énergétique, mais on a bien compris au niveau mondial que les trois grands blocs, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne et puis la Chine, sont déterminés à aller, d'ici 2050 et 2060 pour la Chine, vers une production neutre en niveau de CO2, puisque c'est effectivement principalement ce gaz-là qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc, pour arriver à cet objectif, la première chose, c'est finalement réduire la production et la consommation de charbon au niveau mondial, puisque 85% aujourd'hui de la consommation d'énergie, c'est des énergies qui sont carbonées. C'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz. Mais le gaz émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Et donc, l'expertise de Technip Energies, c'est justement de concevoir ces gigantesques projets, comme le cas d'Yamal par exemple. Donc très intéressant, on peut regarder sur le site internet de Technip Energies ce que c'était qu'un projet, un méga projet comme ça. Projet russe, hein, c'est alors, ça? Oui, exactement. C'est donc dans la péninsule de Yamal.
600 km au nord du cercle polaire, une zone complètement désertique où il fait moins 50 degrés 6 à 8 mois dans l'année, et où il n'y avait absolument rien, et où il a fallu faire sortir de terre 4 trains de liquéfaction de gaz. Et donc on imagine le gigantisme d'un projet comme ça. Donc de le concevoir, et puis après d'avoir sur plusieurs années jusqu'à effectivement produire ce GNL. Et donc c'est ça, si vous voulez, la fibre de Technip Energies, c'est savoir prendre en compte et en charge des projets extrêmement difficiles et à partir de leur expertise technologique sur le gaz, pouvoir après la faire évoluer sur d'autres Oui, c'est ça. secteurs. Quelle que soit l'énergie demain, on pense à l'hydrogène ou d'autres, vous dites, l'expertise de Technip restera clé et incontournable pour de grands projets. Oui, exactement. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, plus des 2/3 de l'activité, c'est ça, c'est le GNL. Et le GNL qui va devenir de moins en moins carbone également, puisqu'ils ont des technologies de décarbonation. Ouais. Ça, c'est aussi un deuxième axe de développement. Ce marché-là, adressable, c'est à peu près 75 milliards d'euros sur les prochaines années, qui est en croissant de 1 à 5% par an. Donc, c'est bien, c'est la vache à lait de l'activité, d'assez bonne marge, mais ce n'est pas là où il sera la croissance la plus forte. À côté de ça, Technip Energies, c'est aussi 30% aujourd'hui des bases installées de production d'hydrogène au niveau mondial. Donc c'est eux qui ont conçu ça. Et donc, ils vont de plus en plus développer cette expertise vers d'autres secteurs d'activité. Ça peut être demain, effectivement, l'hydrogène, puisqu'ils sont déjà dans ce créneau-là. Ça peut être les biofuels, et ça peut être aussi d'autres types d'activités. Donc, sur ce deuxième créneau, qui est un marché qu'ils estiment entre à peu près 15 milliards d'euros, c'est une croissance, pour le coup, de 5 à 15% par an. Ah ouais. Donc, c'est colossal. La transition énergétique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas uniquement pivoter en matière de sources d'énergie. C'est aussi qu'il va falloir avoir d'autres sources d'énergie, mais d'abord, le premier enjeu, c'est qu'on va consommer de plus en plus d'énergie au niveau mondial. Et ça, on a un peu tendance, nous, occidentaux, à l'oublier. On pense que transition énergétique, finalement, c'est réduction de la consommation et donc de la production d'énergie. Voilà, exactement. On pense que c'est ça, c'est efficacité énergétique, puisque si on regarde les grandes sources, finalement, que ce soit l'industrie, que ce soit le transport ou que ce soit le bâtiment, on va pouvoir être effectivement plus efficace d'un point de vue énergétique. Mais la première chose, c'est que les pays émergents nous demandent de pouvoir consommer eux aussi. Et on ne peut pas leur dire, bon, bah, attendez, vous avez une forte croissance, mais vous ne pouvez pas consommer d'énergie. Donc, Technip va être tiré par ce trend extrêmement fort de croissance globale de son marché et en plus de technologies de plus en plus efficaces. Combien ça vaut ? Alors déjà, non mais sur l'aspect financier, c'est une boîte qui est bien gérée, c'est une boîte qui est très bien gérée. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de marge, de profitabilité aujourd'hui de Technip et puis de son bilan financier ? Alors d'abord, c'est une société qui est assez neuve. C'est ça, faut jamais oublier ça. Et un spin-off, c'est-à-dire une scission effectivement d'une entreprise en deux entités, en général, c'est positif parce que ça démultiplie l'engagement du management et des équipes qui sont beaucoup plus autonomes, dont on voit le travail parce qu'en plus les résultats sont publiés. Et donc ça met un coup de projecteur sur la nouvelle entité. Donc ça, c'est positif parce que quand vous êtes des entrepreneurs, et les gens de Technip Energies, ce sont des entrepreneurs, ils savent gérer des méga projets, mais ça veut dire aussi ce sont des commerciaux. Et donc, ça, c'est un élément qui est important. Et donc, nous, on trouve que le management est vraiment de bon niveau, très motivé d'un point de vue de réussite de l'entité, très motivé en matière ESG, parce que c'est vraiment une entreprise qui est verte, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'un point de vue de rentabilité, c'est une entreprise qui est structurellement rentable et qui va encore améliorer ses marges. Et d'autre part, ils ont un bilan qui est de tout premier ordre. C'est vraiment un bilan nickel, puisqu'ils ont quasiment 2,5 milliards de cash net. Alors c'est normal, parce qu'ils ont aussi des décaissements qui viennent avant, effectivement, lors des projets. Donc c'est une entreprise qui est effectivement bien gérée, qui a un très bon bilan, et qui a surtout une capacité de croissance et donc de génération de free cash flow qui va continuer à être vraiment très favorable. Dans l'analyse que vous faites du dossier, vous dites qu'il y a une décote peut-être de 40% par rapport à la valeur intrinsèque que vous attribuez à Technip Energies aujourd'hui. Tant mieux. Comment vous expliquez qu'il y a cette décote qui est importante quand même aujourd'hui selon vous, Olivier ? Oui, alors combien ça vaut ? Ça vaut 8,5 fois les résultats à peu près. Aujourd'hui. Ouais. Donc 8,5 fois les résultats dans un marché qui est cher.
Aujourd'hui, la moyenne du marché, c'est quasiment 2 fois ça. Donc cela signifie que finalement, il y a un doute sur le profil de Technip Energies. Alors nous, on analyse ça probablement à cause de 2 éléments. La première chose, c'est que c'est une société qui est récente et qui n'est pas très connue. Je comprends. Et donc, il y a forcément un travail d'analyse du marché à faire et puis de montrer que le plan stratégique du management va être tenu. Alors, ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, effectivement, qu'on gagne en crédibilité, les niveaux de multiples progressent dans le temps si jamais, effectivement, on tient son plan. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un travail également de communication à faire de cette entreprise pour montrer que ce n'est pas une entreprise d'hydrocarbures. Ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la production d'hydrocarbures. C'est une entreprise de matière grise qui est vraiment, Technip Energies, c'est l'un des leaders de la transition énergétique. Ouais. Et donc, il faut que cette idée passe. Et donc, au fur et à mesure... Ils sont encore victimes de Technip tel qu'on le connaissait auparavant. Oui, moi je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'un certain nombre d'investisseurs ne veulent pas aller sur la thématique à partir du moment où on a l'impression qu'on produit ou qu'on favorise la production de carbone d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où les projets d'hydrogène vont devenir beaucoup plus importants, que la qualité de la société en matière de capture de CO2 et d'autres activités, parce que demain, ils peuvent effectivement adresser d'autres marchés qui ne sont pas uniquement l'énergie. Ça peut être le recyclage de plastique, par exemple. Et bien tout ça, ça va effectivement verdir l'entreprise et donc la perception. Et la troisième chose, c'est qu'ils sortent de ce méga projet Yamal qui, en fin de projet, dégage des marges qui sont effectivement plus élevées qu'en début de projet. C'est-à-dire que le trend de l'évolution des marges sur des projets comme ça, c'est une courbe en S. C'est-à-dire qu'on commence assez bas et on finit effectivement très haut. Et donc aujourd'hui, les marchés sont assez sceptiques en se disant est-ce que le niveau de marge va être maintenu et est-ce qu'ils vont tenir leur plan ? Nous, on voit qu'avec un carnet de commandes qui représente quasiment 3 années de chiffre d'affaires et des commandes qui continuent à être engrangées, eh bien, les résultats devraient être effectivement sur une trajectoire de croissance à 2 chiffres sur les prochaines années. Si c'est le cas, on aura une entreprise qui passera vraisemblablement d'un PE de 8,5 à 12, 13, 14. Et donc, la décote, à ce moment-là, sera comblée sur des niveaux en plus des résultats qui seront plus élevés. Bon. Une entreprise qui apporte des solutions. Il ne faut pas se tromper effectivement dans cette transition énergétique vers des économies bas carbone. Olivier Delos qui était avec nous pour évoquer donc ce cas d'investissement Technip Energies ce mois-ci, associé gérant chez Clartan Associés. Rendez-vous avec les équipes de Clartan chaque premier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45 pour un exercice d'analyse fondamentale. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve lundi en direct à 12h30 bien sûr sur Bismart.